Wein nicht, mein Kind, als der Herbst ist a Gräuer und reißt auf dem Sommer mit Regen und Wind. Verwieg mit der Nigen dem alten kranken Treue, der Zeilen als über die Wolken zerräuf. Ist ständig, auf ständig, der Himmel abläuer, dort keinigt das ewige Licht von ein Sof. In Nacht, wenn der Himmel mit Asches verknoddet, ableien Deck füllst du übern Kopf. Die Sterne, sie finkeln, wie Gott hat gefordert, und kommen in Cholm durch Wolkens herab. Ach, was klingt ihr Kirchenglocken? Hört schon auf. Genug geschrocken von eurer wilden Tenor unserer armen Welt. Cette chanson yiddish, je l'ai entendue pour la première fois à Varsovie, dans une cour d'un immeuble où habitait mon grand-père Abraham. Souvent en Pologne, les cloches annonçaient le début d'un pogrom. Alors les Juifs fermaient leurs volets, baissaient les rideaux de fer de leurs magasins et se terraient. Aujourd'hui, 50 ans après la guerre, ici, aux portes du Vatican, je ne peux m'empêcher d'y penser. Je n'ignore pas la haine que Hitler portait aux valeurs chrétiennes. Je n'ignore pas tous ceux de chrétiens parmi les chrétiens qui ont été tués par Hitler. Mais justement, est-ce qu'au nom des mêmes valeurs, les chrétiens, tous les chrétiens, n'auraient pas dû essayer de sauver les Juifs? Alors pourquoi le silence du pape Pie XII? Les choses ont-elles changé? Au cours de cette enquête, j'ai rencontré des chrétiens, minoritaires ceux-là, qui malgré le silence des Vaticans ont agi selon leur conscience. C'est pour ça que je suis là. Bardzo jestem zadowolony Ojca Świętego zobaczyć. Ojcze Święty dzisiaj... No tak, u Ojca Świętego było dużo przyjaciół żydowskich przed wojną. Niektórzy byli uratowani przez chrześcijanów. Ojciec Święty też im pomógł trochę. Nie chcę sobie przypisywać zasług, których nie mam. Le 13 avril 1986, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un pape, le pape Jean-Paul II, se rend à la synagogue de Rome pour saluer les grands rabbins, les rabbins Eli Toaf. Un giorno io uscivo dal tempio e tornavo a casa e trovai Don Bernardino, il prete che era parroco della chiesa del Sacro Cuore che stava a 100 metri da casa mia. Trovai Don Bernardino che mi faceva grandi gesti di andarmene e io mi fermai e lui mi raggiunse e mi dice guardi, non vada a casa perché ci sono i tedeschi che l'attendono. Noi abbiamo avuto un aiuto dalla popolazione e in particolare dal clero, la Chiesa ci ha aiutato e quando noi avevamo bisogno anche eventualmente di mangiare, ci hanno aiutato perché in caso di pericolo ci nascondevano e quando avevamo fame ci davano da mangiare. Questa è la cosa importante che ha salvato la resistenza in molti casi. Non bisogna dimenticare che anche i contadini ci davano quello che avevano.
i frutti, il pane, quello che avevano ce lo davano. E quindi noi potevamo contare sul consenso della popolazione. Certo, c'erano anche quelli che denunciavano. Et ce curé l'avez-vous retrouvé? Fino alla sua morte, che è avvenuta 4 anni fa. E nel 1943 il cardinale Elia della Costa, che era arcivescovo di Firenze, ci ha pregato di ospitare dei gruppi di persone ebree che erano perseguitate dai tedeschi, donne e bambini. In quel tempo in casa c'era anche la nostra madre provinciale che mi ha suggerito, anzi mi ha spinto ad aprire le porte, a spalancare le porte a questa povera gente che era perseguitata senza una ragione plausibile. Noi non riuscivamo a capire il perché di questa persecuzione. Alle 10 del mattino, parliamo i primi di novembre, e nessun convento ci voleva più, perché tutti i conventi erano stati presi d'assalto e ci sentivamo dire: mi dispiace, ma è tutto esaurito. Puoi immaginare cosa voleva dire ogni volta un portone che si chiudeva? La notte voleva dire la nostra morte. Verso le 6:30, le 7 di sera ci troviamo a bussare alla porta a quello che più comunemente è chiamato il convento delle Suore del Carmine, che prende il nome dalla piazza di Firenze di questo convento, e ci apre allora Madre Sandra, al secolo Suor Ester Busnelli. Ci apre e dice: venite. Sono passati 50 anni, ma mi ricordo di questo ragazzetto che aveva forse 10-12 anni, non mi ricordo proprio bene, che doveva essere ospitato con la sua mamma al nostro pensionato. La mamma l'abbiamo accettata, ma non avevamo posto, poi i ragazzi non li prendevamo ed era sera tardi, non riuscivamo a trovare un collegio, un pensionato per questo bambino. E allora abbiamo messo una sedia a sdraio vicino al letto della sua mamma e ha passato quella notte così sulla sedia a sdraio. Poi al mattino presto abbiamo trovato un collegio, non so se l'abbiamo trovato noi o l'hanno trovato altri, no. So che è andato in collegio e per lui è stata la salvezza, perché la sua mamma la notte seguente è stata presa e non l'ha più rivista, poveretto, non l'ha più rivista. Aspettavamo mamma, io mi ero messo in finestra, mia mamma non è più tornata, perché il sabato notte i tedeschi sono entrati dentro con una spiata fascista e sono entrati dentro e hanno portato via tutte le donne che c'erano. Io rimango con mio fratello al convento di Santa Marta per tutto il collegio, per tutto il periodo della guerra. È venuto a trovarmi il signor Pacifico qua, dopo tanto tempo abbiamo ripassato quei tempi, abbiamo rivissuto quelle angosce. Ici à Rome comme à Berlin, à Paris ou à Varsovie, je scrute les visages de ces hommes et de ces femmes d'un certain âge. Comment se sont-ils conduits pendant la guerre? Sur 7000 juifs romains, 4000 ont trouvé refuge chez des voisins ou dans des couvents de la ville. Io avevo il pensionato, quindi ci davamo da mangiare come gli altri pensionanti. Venivano serviti a tavola, avevano ciascuno la stanza. Se lei va a vedere Palazzo Rospigliosi è grande, quindi ciascuno aveva la sua stanza e c'erano mescolati con gente non ebrea e gente ebrea. Quanto tempo sono rimasti? Come? Combien de temps sont-ils restés? Prima che venisse l'invasione dei tedeschi.
io non mi ricorderei più. E hanno incominciato a venire, i primi sono venuti da Trieste. E poi, capisci, si passavano la voce l'uno con l'altro e dicevano che io li ospitavo, quindi venivano. Adesso che anni erano io non glielo so dire, signora, non me lo ricordo più. Ma erano molti. Era la guerra. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait peur de faire ça? Aveva paura lei di fare questo? Io so, dicevo, tanto se muoio, tanto vale. Io non ho paura, no? Che roba, era molto complicato. Sa? La sera che sono venuti a prendere io tedeschi, gli avrei sputato sulla testa. E loro avevano detto che mi portavano via anche a me. E io avevo detto, vabbè, vado con loro. Poi invece non l'hanno fatto, perché io sono italiana di cittadinanza. Ma quella sera, quando andarono via, non ci posso pensare. Tutti attaccati al mio collo, quelle ragazze così belle. Che roba fu. Non ci posso pensare perché mi fa venire male, sa, pensarci. Veramente. Giorgio Perlasca, un Italien engagé aux côtés des Franco pendant la guerre d'Espagne, a sauvé des milliers de Juifs à Budapest. Il travaillait à la légation espagnole. Je l'ai débusqué dans une maison de retraite près du lac d'Iseo. Filmer en vidéo 8 ces images devait servir de repérage. Il est mort 2 mois plus tard. C'est un document. ¿Y cuántos judíos usted así salvó con las cartas de protección? Ma los periódicos húngaros de 1945 de junio, yo no estaba, de unos días no estaba a Budapest, estaba ya a Estambul. Y dice 5.200, no he comprendido bien, 5.200 cartas de protecciones o personas. ¿Cómo conoció al Wallenberg? He conocido a la estación de Budapest, no la estación, a la, ¿cómo se dice? Los Caloberci. Sí. Habla en italiano, yo entiendo. No quiero Está hablar bien. italiano. Está bien. He conocido Wallenberg porque he tenido un ruido, como se dice en español, con un mayor de la SS, y después ha venido un coronel. Yo he pedido a Wallenberg que trabajaba también él por salvar la gente, ¿no? ¿Quién es este hombre? Y me ha dicho, esto es Eichmann. Et les autres? Ceux qui n'ont fait ni le bien ni le mal, qui n'ont ni aidé ni trahi et qui n'étaient pas pour autant des indifférents. Le professeur Francesco Gabrielli, éminent spécialiste de littérature arabe, appartient à cette catégorie d'hommes qui m'a toujours fasciné. Ceux qui n'ont rien fait. Comment avez-vous réagi à la répression brutale des nazis? Personalmente, soffrendo e provando delle sensazioni che sono fra le più amare di tutta la mia vita, perché personalmente io non sia io stesso ebreo né abbia parenti ebrei, ma come studioso cristiano e liberale ho sempre sentito la persecuzione degli ebrei come il momento più duro e più basso della violenza barbarica in Europa. Vous connaissiez la famille Modigliani, vos voisins pendant la guerre? No, non la conoscevamo. La famiglia, che poi abbiamo saputo era Modigliani, perché allora
si faceva chiamare Macchia, venne ad abitare accanto a noi proprio dopo l'8 settembre, nel periodo dell'occupazione nazista, l'occupazione tedesca. Vous doutiez-vous qu'ils étaient juifs? Avevate dei sospetti che erano degli ebrei? Beh, qualche vago sospetto, sì, ma mai, naturalmente non abbiamo mai domandato direttamente. Da qualche indizio sembrò la possibilità che fossero dei rifugiati ebrei. Loro si davano come rifugiati da Pescara, ricordo, dicevano di essere venuti dopo l'8 settembre a Roma da Pescara, cosa che credo non fosse vera, ma insomma, comunque era l'alibi del momento drammatico che si viveva. Quels étaient vos rapports avec ces gens? S'il vous arrivait de les croiser dans l'escalier, leur parliez-vous? Sì, appunto, i rapporti occasionali di buon vicinato e anche la comune sofferenza del momento grave che tutti vivevamo. Est-ce que le professeur Gabrielli savait que vous étiez juif? No, in realtà non ha mai rivelato di aver scoperto la nostra identità e probabilmente era soltanto un'intuizione, non poteva avere delle prove precise. Certamente capiva che c'era qualcosa di strano nella nostra presenza lì, con questi nomi chiaramente non nostri, con un accento romano, perché la nostra famiglia è sempre vissuta a Roma, mentre invece i documenti dicevano che noi venivamo dall'Abruzzo, da Pescara, e quindi dove si parla con un altro accento. E quindi sicuramente ha intuito qualche cosa. La notte tra il 5 e il 6 giugno del 1944, quando finalmente gli americani sono entrati a Roma e i tedeschi sono fuggiti, allora a quel punto tutti si sono svelati e mio padre ha detto qual era il suo vero nome al professor Gabrielli, che stavano, credo, in terrazza a vedere la fuga dei tedeschi e l'arrivo degli americani. E il professor Gabrielli ha detto sì, avevo capito chi eravate. Est-ce que vous pensez que l'attitude du professeur Gabrielli correspond plutôt au bien ou plutôt au mal? Quelqu'un qui n'a rien fait pour, mais n'a rien fait contre non plus. Beh, credo senz'altro che fosse al bene. Perché era già molto non far niente contro, perché far qualcosa contro era in qualche modo obbligatorio e quindi il non far niente contro era contro la legge e contro l'autorità, quindi il non fare era senz'altro bene. Però al di là del fare o non fare c'era un feeling che si era stabilito e questo credo che sia stata una cosa che ci ha dato molto coraggio. Rappeler tous ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des milliers de vies, ne diminue en rien l'infamie de ceux qui ont tué ou qui ont laissé faire. Cela les rend plus infâmes encore. Car si des hommes ont tendu la main à d'autres hommes, pourquoi d'autres hommes ne l'ont-ils pas fait? Vi ville ikke, som danskere, ville vi ikke finde os i, at nogen kom og angreb vores danske jøder, som vi regnede som fuldstændig hørende til den danske befolkning. Der kom altså et tidspunkt, hvor danskerne sagde, nu vil vi ikke finde os i mere. Vi havde fundet os i så meget fra tyskernes side, men det var lige akkurat det, der fik bægeret til at flyde over. Da jødeforfølgelserne var overstået,
fortsatte Gerda 3 med at sejle modstandsfolk og flygtninge fra andre lande. Der var en del polske flygtninge heroppe. Modstandsfolk og faldskærmsfolk og englænder, som var smidt ned med faldskærm. Den fortsatte faktisk med at sejle til krigen var slut, og vi regner med, at der i alt blev reddet cirka 600 sted mellem 600 og 700 mennesker. En octobre 1943, la plupart des Juifs danois sont transférés des nuits en Suède. Seuls 477 d'entre eux n'ont pas cru au danger. Ils se sont laissés surprendre et furent déportés à Theresienstadt. Vi var mange kutter og sejlede herfra og over til Sverige. Og der var vi jo så blandt andet med. Ja, folk herinde fra byen af, nogen fra kommunen og fra læger og alle mulige mennesker kom med flygtningen herop til. Der blev sejlet cirka 1300 mennesker over herfra kysten af og fra havnen. Pour lui, un juif, c'était quoi? Et menneske var jøde for dig? I den alder, jeg havde, der betød det ikke noget, om man var den ene eller den anden. For i vores hjem, der var det vores mor, der sagde, at der er mennesker i nød, og de skal hjælpes. Så derfor så sejlede vi over med. À mon âge, on ne se posait pas la question. Et chez nous, c'était notre maman qui nous a raconté qu'il y avait des gens qui avaient besoin de notre aide. Et c'est pour ça que nous avons participé à cette évacuation. Est-ce qu'il a eu très peur? Var du meget bange? Ja, det var vi alle sammen. Og inden krigen den sluttede det sidste halve år, der kom min far, han blev hentet og kom i koncentrationslejr. Og jeg kom til Sverige som flygtning selv. Og kutteren, den tog tyskerne. Den fik vi hjem igen efter krigen. Où cachait-il les gens? Ça s'est passé comment? Man puttede dem herned. On pouvait en mettre combien? Der kunne være 5-6 stykker. Ligesom hvor store de var. Ja. Ja. Og så derovre. Ja, og lidt dernede, og vi sejlede gerne med fra 2 til nogle af 20 stykker. Donc on faisait des transports avec 2 à 20 personnes. La traversée durait combien de temps? Og hvor lang tid tog det at Det sejle tog over? det 2 timer. 2 heures. 1,5 til 2 timer. Og Så 1 heure et demi, 2 heures. så lukkede vi dem ned her, og så lagde vi lemmen over. Så lagde vi fiskenet henover. On mettait les filets. Ja, og så passerede vi tyskerne. Et comme ça, les Allemands nous laissaient passer. Jeg tror, at der var mange tanker, når man ligger der i bunden af en lille fiskerkutter, ligger som sardin i en dåse, og gør sig af tanker om det ene og det andet, så er selvfølgelig den første tanke, man har, om man nu redder livet eller ej. Jeg tror nok, at meget af det, jeg har gjort i de mellemliggende 50 år, i virkeligheden baserer sig på, hvad jeg oplevede i de timer, vi var undervejs mellem Danmark og Sverige. Dette, at vi altså skulle snige os afsted, som om vi var forbrydere. Dette, at vi skulle forlade vores hjem med en lille taske i hånden og på den måde møde det, som jeg vil kalde for verdens ondskab. Det har i høj grad været med til at overbevise mig om, hvor vigtigt det er, at der er mennesker, der kæmper for humanistiske tanker. Og jeg tror, at en hel del af de ting, jeg har beskæftiget mig med i de 50 år, med mine begrænsede muligheder og mine begrænsede evner, jeg tror, at det har været sat i gang af de tanker, der gik igennem mit hoved den nat, hvor vi sejlede over Østersøen.
Hollande, pays de Baruch Spinoza, de Menachem Ben Israël et de Rembrandt. Plus de 80% de la population juive a été déportée. C'est la plus grande proportion d'Europe occidentale. Henriette Kroon, quel âge avez-vous? 88. En quelle année vous avez commencé à sauver les Juifs? Est-ce que vous vous souvenez pendant la guerre? Ik denk ongeveer 42. Ongeveer, weet ik niet precies. Pourquoi avez-vous commencé à sauver les Juifs? Waarom bent u begonnen met het redden van Joodse mensen? Ik ben er niet bewust mee begonnen, maar er kwam een vriend en die was in nood. En toen zeiden we, blijf maar hier. Et après? En toen? Is hij gebleven, tot de oorlog over was. De eerste. Mais vous avez, je crois, installé ici tout un système pour prévenir les Juifs s'il y avait un danger. Ja, dat hadden we wel afgesproken, ja. We hadden ook een bel naar boven. Want boven waren er ook nog, op de 4e etage zaten eerst 1 en toen 2 mensen. En toen hadden we een bel afgesproken. We hadden een verbinding met een bel. En dan zouden we waarschuwen als er iets gevaar was. Et vous avez, parfois, vous utilisiez ces codes et cette sonnette? Hebt u deze ook wel eens gebruikt? Jawel, jawel. Er was een razzia. En toen hebben we naar boven gebeld dat er gevaar was. En toen is hij boven in de schuilkelder gegaan. En die meneer hier, die hier was, die is onder een bank gekropen. Het was een soort bank, maar dan was het dicht. En die is daar toen onder gekropen. Pourquoi l'avez-vous fait? Waarom niet? Vous êtes religieuse? Ja, jazeker. Mais est-ce que ça a joué dans votre choix, dans votre décision? Heeft dat meegespeeld in uw beslissing om te helpen? Peut-être. Misschien. Maintenant, 50 ans après la guerre, comment vous voyez toute cette période? Hoe kijkt u 50 jaar lang terug op die periode? Vind ik moeilijk te zeggen. Ik schaam me dat het nodig is geweest. En ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het was een soort thuisfront. Begrijpt u? Et si c'était à refaire? Ik hoop dat ik het dan weer zou doen. À l'époque, la Hollande d'Anne Frank s'apparente davantage à la Pologne qu'au Danemark. Comme en Pologne, la police locale collabore avec les nazis. En Hollande aussi, il fallait 1000 personnes pour sauver un juif. Il suffisait d'une personne pour dénoncer 1000 juifs. Combien de pères et combien de mères vous aviez eu comme ça pendant la guerre? Tenminste 34. Maar daar komen ook al die verzetsmensen bij. Die mij van het ene adres naar het andere gebracht hebben. En ook telkens kwamen kijken of het goed ging. Dat beschouw ik eigenlijk als mijn echte ouders. Ed Fontaine, vous êtes le maire de cette ville, de cette grande ville hollandaise. Vous dirigez une administration. Et vous savez très bien que sans la collaboration de l'administration hollandaise, les nazis n'auraient jamais pu déporter tous ces juifs. Pourquoi pensez-vous que l'administration hollandaise n'a pas résisté? Ja, de instelling van de Nederlandse ambtenaren was er een van grote gezagsgetrouwheid, van grote loyaliteit. En men meende er het beste van te moeten maken. Ook onder oorlogsomstandigheden, om erger te voorkomen. Er is een befaamd gezegde, burgemeester in oorlogstijd. Dat zijn mensen die vuile handen maken voor de goede zaak.
Ik denk dat, als ik één voorspelling mag doen, dat de instelling vandaag iets wat veranderd is. Niemand is meer zo gezagsgetrouw. De democratie is vitaler geworden. Bevel is niet meer bevel. Dus, wat dat betreft ben ik iets optimistischer. Maar of als men werkelijk zijn leven op het spel moet zetten, als men weet dat elke verzetstaat, elke sabotage kan leiden tot de dood, of men zich dan in de toekomst anders zou gedragen dan de collega's in het verleden. Nogmaals, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Menselijke moed is toch iets unieks en komt alleen maar tot uitdrukking als de omstandigheden daar zijn. Daar kun je geen voorspellingen over doen. Maar triest is het wel dat het zo gelopen is. Je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux. Anne Frank. Me voici sur les quais de la Seine pour parler de la Belgique avec Harun Taziev. Jeune entomologiste, Harun Taziev vivait alors à Bruxelles. La communauté juive s'était adressée à lui pour diriger une fausse colonie agricole, la Ramée. Vous vous souvenez, la Ramée, les châteaux de la Ramée, en hiver, 1941-42, vous vous retrouvez là avec quelques dizaines de jeunes gens, la majorité juive. Pourquoi? Comment ça s'était passé? Pas la majorité, la totalité. En pleine campagne, dans ce château que la communauté s'est procuré, on a installé donc cette colonie de pseudo-étudiants, pseudo-élèves en agriculture, avec un pseudo-professeur que j'étais. Vous connaissiez les risques que vous preniez à protéger les jeunes gens que les Allemands recherchaient pour les envoyer à Auschwitz? Se battre signifie prendre des risques. En plus, j'ai toujours aimé prendre des risques. La vie professionnelle que je me suis choisie après le montre. Le risque me fait plaisir. Le risque, pour moi, c'est un des piments de l'existence. Donc, le fait qu'il y eût un risque, pour moi, ne me gênait absolument d'aucune façon. Par contre, il me faisait parfois froid dans le dos pour les gosses que j'avais à protéger. J'ai été contactée par une directrice d'école qui, sachant que personnellement et avant de faire partie du réseau, je cachais toute seule des enfants dans ma famille, m'ont demandé si je voulais rentrer dans le réseau et abandonner l'enseignement, puisqu'à ce moment-là, j'étais dans l'enseignement, ce que j'ai fait. André Guelen, combien d'enfants avez-vous sauvés? Le réseau du CDJ a caché plus ou moins 3000 enfants. 3000? 3000 enfants. Dans toute la Belgique, il y en a eu 5000. Mais il y a eu d'autres réseaux que le nôtre, et puis des individus aussi. Mais notre réseau en a caché plus ou moins 3000. Et pourquoi l'avez-vous fait? Qu'aurais-je dit à mes enfants aujourd'hui si je n'avais rien fait? Vous avez pensé à cela au moment même? Quel âge aviez-vous? 20 ans. Vous êtes d'une famille catholique? Non, je suis d'une famille libre penseur.
En Belgique, en France, en Allemagne même, il y avait plusieurs légations des pays neutres, dont la Turquie. À Istanbul, j'ai rencontré plusieurs de ces diplomates d'alors qui ont sauvé des centaines de Juifs. Quand je suis revenu pour les filmer, 2 seulement étaient encore en vie. Monsieur Selahattin Ülkümen, vous étiez consul à Rhodes. Oui. Quand avez-vous commencé à aider les Juifs? Vaktaki Türk vatandaşı olan Museviler de toplanmaya, tevkif edilmeye başlandı. O zaman ben Türkiye konsolosu olarak kendi vazifem saydım. Çünkü Türk kanunlarına göre dini ayrı olmak bir sebep değildi Türk himayesini esirgemek için. Onların Türk vatandaşı olmaları kâfiydi benim müdahalem için. Vous avez réussi à faire libérer d'un camp d'internement 49 Juifs sur le point d'être envoyés à Auschwitz. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'ai senti c'est un devoir de conscience. Ma conscience m'a rappelé ça. Vous êtes musulman? Je suis musulman, mais je suis avant tout une personne qui songe à l'humanisme, à l'humanité. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment des hommes comme vous et moi ont-ils pu laisser faire? Il y avait la haine d'un côté. Je dis bien la haine. Et la haine de ceux que depuis mon enfance on appelait les antisémites. Ceux qui nous persécutaient, ceux qui nous méprisaient, ceux qui nous humiliaient, ceux qui nous tuaient. J'ai entendu mon père me faire des récits de mon grand-père qui se faisait, dont la maison était démolie chaque fois qu'il y avait des fêtes. Et donc ces thèmes-là m'étaient très familiers. Je savais qu'il y avait la haine quelque part. Et nous, juifs dans cette époque, il y avait la haine et l'humiliation. Une incroyable humiliation. Pour moi, la France commence ici, gare de l'Est. Je connaissais bien Paris avant d'y arriver. Mes guides étaient Dumas, Flaubert, Hugo, Balzac. C'est ici que j'ai appris la liberté en même temps que les Français. Mais la France que j'admirais fut aussi la France de la rafle de Veldiv, organisée, exécutée par la police française et qui a coûté la vie à des milliers d'enfants juifs. Ces souvenirs, aujourd'hui encore, me blessent. Aussi, j'étais ici plus qu'ailleurs, soucieux de trouver des justes. Moi, j'y suis arrivée là-bas en 1942, après la rafle du 16 juillet 42. Donc, nous, on était à Paris jusque-là, et on a passé la ligne de démarcation après. Donc, nous, on y était vers le mois d'août 1942. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là-bas. Et ces gens-là, c'était des gens d'un village de Pologne,
de Sterdine, des landsman, des landsleit de mes parents, c'est-à-dire des gens originaires du même village. Vous êtes retrouvé combien là-bas? Combien de juifs? De juifs, 100, une centaine de juifs. Sur combien d'habitants? Sur 900 000 habitants. 900? 900 habitants, voilà. Monsieur René Raoul, quelle a été la raison qui a amené un cordonnier, un homme tranquille comme vous, à aider les Juifs? Eh bien, quand j'ai vu qu'ils étaient chassés, vous voyez, je ne l'admettais pas, et c'est pour ça que je les ai aidés. Parce que je ne supportais pas, par suite de mon éducation, de voir qu'on chasse des personnes qui n'avaient rien fait, qui n'avaient aucune culpabilité de quoi que ce soit, et que c'était inhumain, quoi. Voilà. Ça a été pour cette raison. Vous êtes catholique? Oui. Vous aviez l'impression d'être seul, ou au contraire que tous les villages suivaient? Vous savez, on parlait très peu à ce moment-là de ces choses-là, parce que c'est vrai, c'est une époque, il faut l'avoir vécue. On avait confiance à tout le monde, mais enfin... Et en personne. C'est ça. Hein. Alors, le mieux, c'était de ne pas parler, de faire ce qu'on voulait faire, hein, de courir le risque, évidemment. Hein. Docteur Monod, étiez-vous au courant des lois d'exception de Pétain? Ah oui. Comment avez-vous réagi? Avec horreur, mais comment réagir autrement? Avec indignation, mais comment réagir autrement que... Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Était-ce du fait que vous apparteniez, votre femme et vous, à la résistance, ou en raison d'une position personnelle que vous avez choisi d'aider des Juifs? Ah non, pas du tout, c'est une position personnelle. Ma femme et moi, c'était tout à fait personnel. Vous savez, nous sommes protestants, la tradition protestante est aussi peu anti-juive que possible, enfin, dans la mesure du possible. Et puis, je suis d'une famille qui a été très pro-dreyfusarde. Je ne savais pas, mais enfin, j'ai un grand-oncle, Gabriel Monod, qui était historien, qui a fortement milité pour Dreyfus, et c'est une tradition familiale pro-juive absolument... ça va de soi, quoi. Ça ne se discute pas. Alors aucun lien avec vos activités non, pas du tout. de Aucun résistants? lien avec la résistance, aucun. Docteur Monod, comment cela s'est passé-il pratiquement? Je vais dire concrètement. D'abord, pour mon métier, je les soignais gratuitement. Parce que quand même, il faut dire qu'ils avaient des ressources limitées. Je ne sais pas très bien comment ils continuaient à survivre, mais enfin, ils étaient très justes. Bon. Et deuxièmement, nous étions tout de suite mis en rapport avec le pasteur Bourdon, je vous ai dit tout à l'heure. C'est lui qui s'était mis en rapport avec nous et qui nous avait donné cette consigne: si je vous télégraphie le paquet est arrivé, c'est qu'il va y avoir une rafle. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette rafle. Nous avons reçu ce télégramme. Malheureusement, il avait envoyé ce télégramme dans 8 endroits différents, de sorte que la censure a été immédiatement alertée et que la rafle a été remise de 2 jours. Ce qui fait que les Juifs sont partis, ils sont revenus, voyant qu'il ne se passait rien, et se sont fait coincer. Et il y a eu beaucoup d'arrestations? Il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations, parce qu'il y a eu 2 arrestations. Ils ont eu le temps de partir. C'est là où M. le curé Béraud avait caché les Juifs au moment où il se passait une rafle au Malzieu. Et il est caché au-dessus de la voûte, là, entre la voûte et la toiture de l'église. C'est la cache que vous m'avez montrée. C'est la cache que j'ai montrée d'en bas, oui. Il y avait de la paille, des matelas, des couvertures, ou ils étaient à même les planches? C'était tel que, comme ça. Et ils étaient combien? Ils étaient une vingtaine. Des enfants? Oh, femmes et enfants surtout, parce que les hommes étaient partis plus loin à ce moment-là. Docteur, saviez-vous que, comme vous, d'autres gens à Malzieu aidaient les Juifs? Il y avait des gens qui... Non, mais je vous pose la question Qui les parce aidaient que... d'une façon très précise. Oui, parce que, à entendre M. Raoul, j'avais l'impression qu'il faisait des choses dans son coin. Oui, oui. Ah, mais absolument. Absolument. Ça, non, je ne savais pas du tout que Raoul était aussi actif. Pas du tout. C'est formidable.
Alors que vous étiez son médecin. C'était important. Hein. Vous preniez une sacrée responsabilité. Mais oui. Oui, mais enfin, bon, je l'avais de moi-même, ça. C'était comme ça. Vous aviez peur? J'ai jamais eu peur. Vous savez, quand on... C'est l'affaire, je pense, de tous ceux qui entreprennent des actions où il y a des risques, on pense aux autres et on s'oublie. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Lyon. Je me souviens, on juge Barbie. La ville est sous tension, négationniste, révisionniste, beaucoup de bruit. Mais au pays de Bousquet, Touvier et autres, qui jugera Vichy? Beaucoup de Français les souhaitent. Quand jugera-t-on Vichy? Combien de Juifs a-t-on sauvés à Lyon? Je suppose, mes chiffres ont toujours été à peu près retenus, je suppose qu'ils voulaient arrêter 4000 étrangers. Et en réalité, il y en a près de 3000. Près de 3000 ou 2800 qui ont échappé justement grâce à ces avertissements que nous avons diffusés. Et les arrestations de juifs étrangers devaient se faire la nuit. Alors là, nous étions prévenus d'une dizaine de jours avant. Les associations humanitaires, c'est-à-dire une association qui s'appelait l'Amitié chrétienne, qui groupait des catholiques et des protestants, et également des juifs qui étaient discrets, mais enfin ils faisaient partie de cette association. Et puis la CIMAD aussi. Et puis des associations juives comme l'OSE. Alors avec ces associations, nous avons fait le maximum pour prévenir les juifs étrangers. J'étais en rapport avec le jeune rabbin qui, hélas, ne reviendra pas de déportation, le rabbin Schoenberg, qui était un ami. Et nous avons prévenu le maximum de personnes. Nous avons prévenu ou nous avons fait prévenir. Mais c'était très difficile parce que les gens n'y croyaient pas. Beaucoup de ces juifs étrangers disaient non, mais non, on racontait, non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'Allemands ici. Et les Allemands ne veulent pas nous arrêter puisqu'il n'y a pas d'Allemands. On leur a dit, mais vous savez, ce sera peut-être bien les Français qui viendront vous arrêter. Et ça, c'était la honte pour nous. Hein, c'était la honte de voir que c'était uniquement la police française qui aurait dû être aidée par l'armée aussi. Mais l'armée, le gouverneur militaire a refusé de donner l'armée. On en parle peu de ce gouverneur militaire, mais c'est un homme. Qui c'était? Il s'appelait Robert de Saint-Vincent. Vous étiez en relation avec des gens dans les mairies? On avait des complices, entre guillemets, dans les mairies, qui nous donnaient des cartes d'alimentation. Tout le système était au point. Ma première action a consisté à faire une carte à une dame Aron qui s'est présentée à moi alors que je n'étais pas chef de service. J'ai fait cette première carte, je l'ai là aujourd'hui parce qu'elle me l'a renvoyée avant de mourir. Et après quoi, je ne voulais pas aller chaque fois. Cette dame a dû en parler à d'autres familles juives qui étaient dans la région. Je n'ai pas pu aller demander chaque fois au chef de cabinet de renouveler cela. J'ai pris sur moi de voler des cartes, les imprimés qui étaient en réserve, avec quelques connivences, et puis de faire moi-même les cartes à ces personnes, parce qu'en dissimulant le nom juif, je pouvais les faire passer pour des réfugiés des grandes villes et non des juifs. En réalité, l'appartenance juive n'était pas mentionnée. Et je pouvais leur faire obtenir des indemnités de réfugiés, les indemnités auxquelles avaient droit les réfugiés, ce qui les mettait un peu à l'abri du besoin. Vous-même, vous est-il arrivé de faire passer des gens en Suisse? Oui, mais alors moi j'ai conduit surtout des hommes près de Collonges-sous-Salève, parce que là c'était quand même plus périlleux. Hein. Il y avait deux lignes de fil de fer barbelé à franchir. Il y avait un premier, c'était des rouleaux. Des rouleaux de barbelés. Puis après, les Suisses avaient mis des barbelés, alors bien organisés, à la méthode suisse. Alors là, il fallait quand même être assez souple. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, évidemment, comme on dit, je le referais, mais à 77 ans, je suis plus assez souple pour passer sous les barbelés de la frontière et faire tout ce que j'ai fait. C'est absolument impossible. Au cours des rafles des 16 et 17 juillet 1942,
Désignée sous le terme vent printanier, la police française, environ 900 équipes, a arrêté 12 884 juifs, dont 4 051 enfants. En fait, c'était un matin. On m'a dit que c'était très tôt. Et se sont présentés dans notre appartement 3 personnes, 2 policiers en uniforme et une personne en civil. Et ils venaient en fait arrêter mon père. Et quand ils nous ont vus tous ensemble, l'homme en civil, je n'ai jamais su si c'était un Français ou un homme de la Gestapo, a dit, bon, puisque toute la famille est là, embarquons-les. Et à ce moment-là, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu à la fois des suppliques, des cris, des déchirements, en fait, par rapport à ce qui allait se passer. Et une voisine est venue, attirée par le bruit, et a essayé de s'interposer, peut-être pour ou tenter de nous prendre tout de suite. Et à ce moment-là, l'homme en civil lui a dit si vous interposez encore, on vous embarque aussi. Et nous sommes partis, je pense, au commissariat et surtout, en fait, ensuite à la mairie du 18e. Et là, j'ai le souvenir d'ailleurs d'une femme avec un enfant dans ses bras. Et ce qu'il s'est passé, en fait, c'est qu'un des policiers, peut-être parce qu'il avait été ému, peut-être par les réactions de mes parents, peut-être aussi, et j'y ai souvent pensé, parce qu'il savait qu'en faisant l'acte qu'il allait faire, il savait que nous serions peut-être repris, en fait, par notre voisine. Il a déchiré les papiers, en fait, et il a mis « Juifs sans enfants ». Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que de la rue des Islettes où nous habitions, que ce soit au commissariat et surtout à la mairie du 18e, il y a un trajet relativement important, surtout enfin, dans ces moments-là. Et ce policier donc est revenu tout de même rue des Islettes et a donc dit à notre voisine, Madame Caron, si vous voulez prendre les enfants, venez avec moi. Et je me souviens très bien quand les Allemands sont venus. Enfin, les Français à la solde des Allemands. C'était la police française. La police française. Et il devait être à peu près 23 heures approximativement. C'était vous dire la date exacte, ça serait difficile, mais c'était en octobre. Vers la fin octobre, 42. C'était le soir. C'était le soir. Et on a entendu crier, bien sûr, des cris. Et ma mère est descendue et j'ai voulu la suivre, évidemment. Toute curieuse, j'ai voulu la suivre, la faire monter. Et elle s'est rendue compte qu'on venait pour chercher monsieur et madame Saragoussi et ne voulait pas la laisser rentrer. Elle a demandé de pouvoir entrer pour prêter assistante, pour préparer les enfants, parce que c'était l'affolement le plus complet. Enfin, il y en a un qui a accepté quand même. Et la chose qui m'a surtout marquée, c'est que quand ma mère, j'ai su après, il venait juste se chercher monsieur Saragoussi. Il n'était pas question qu'ils emmènent des enfants. Et il y a un de ces messieurs à la solde de l'Allemagne qui a dit ben, la famille est la complète, on emmène tout le monde, ça fera ça de moi. Bon, alors ça s'est passé, disons que ça a mis peut-être une petite heure à peu près pour le temps de préparer l'affolement et tout. Et ma mère est remontée en larmes, bien sûr. Et quand est-ce que le policier qui est venu la chercher pour qu'elle prenne les enfants? Est-ce que ça vous souvenez? Oui, ça je me souviens très bien. C'est la même nuit d'ailleurs. Tout s'est passé en une nuit. Il était à peu près 5 heures du matin. On tape dans la porte. Je suis à ma mère. Je lui dis ça y est, on vient t'emmener parce que tu as aidé un parent, on vient t'emmener. Et on a entrouvert la porte. Vous savez, pas très rassuré. Il y avait un policier et ce sont, vous savez, ce qu'on appelait, vous avez dû entendre parler, les policiers, les agents, on les appelait les hirondelles. C'était des agents qui avaient une cape et qui circulaient en vélo. Et il a dit très doucement à ma mère,
J'ai eu Monsieur Saragoussi m'a laissé entendre que vous voudriez prendre des enfants. Si vous voulez vous habiller et me suivre. J'ai laissé ma mère partir en me disant, est-ce bien vrai, est-ce pas vrai? Effectivement, elle est partie. Il l'a emmenée au commissariat du 18e qui se trouvait rue du Deauville. Et là, il y avait un autre préposé avec lui qui a dit, bon, ben, on mettra ménage sans enfants. Et ils sont allés chercher les enfants qui se trouvaient à la mairie du 18e. Ça a été, paraît-il, très dur parce que la maman ne voulait pas lâcher ses enfants. Et ma mère est revenue avec les deux petits. Il était à peu près 6 heures du matin, à peu près. Elle nous a gardés 2-3 jours, en nous interdisant surtout, et c'est ma sœur qui me l'a dit, en nous interdisant en fait d'approcher des fenêtres parce que elle avait peur d'une épicière qui se trouvait juste en face l'immeuble, donc au 11 rue des Islettes, et elle ne voulait pas montrer en fait qu'elle nous avait sauvés. Donc on pleurait, moi je poussais paraît-il des cris, ma sœur plus en silence, et pendant 2-3 jours nous sommes restés donc là. Et à ce moment-là, et c'est toujours aussi cette espèce de chaîne qui s'est constituée, parce que si elle a fait aussi cet acte, c'est parce qu'elle savait que sa belle-sœur, Madame Guillolot, qui habitait à Poigny, dans un petit village de l'Yonne, pourrait nous prendre aussi. Pour combien de temps, on ne savait pas, bien sûr, mais pourrait au moins venir nous chercher. Et ce qu'il y a de troublant, et j'en ai pris conscience d'ailleurs dernièrement, c'est que au moment où mes parents partaient par un convoi qui partait de Drancy, donc vers les camps d'extermination, nous, par contre, on prenait le train pour Migène. Donc il y avait d'un côté une partie de notre famille qui partait vers la mort et nous vers la vie, en fait. Et puis, je crois, vous savez que dans la vie, c'est des actes spontanés, parce que c'est une question de cœur, je crois. Moi, il me semble que si une chose se présenterait encore à moi de la même façon, je ferais ce qu'a fait ma mère. Vous n'avez pas eu peur? Si, j'ai eu peur un peu. Si, vous savez, j'ai eu peur. Déjà, on avait peur de l'occupant. La vie, elle était très dure. On avait peur. Toutes les personnes ont fait des gestes, de beaux gestes, en fait. Et c'est vrai que pour vis-à-vis de Madame Guillolot en particulier, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de Madame Caron, j'ai toujours conservé en fait une admiration, en fait, parce que vous savez, on se pose toujours des questions. Et toi, qu'aurais-tu fait en fait dans ces cas-là? Et c'est vrai que on n'est jamais sûr, en fait, soi-même de faire des actes aussi forts, en fait, dans ces périodes où on risque sa vie, en fait, pour les autres. Monsieur le cardinal, pendant la guerre, vous étiez déjà chrétien, pourtant persécuté en tant que juif. Et ce sont des chrétiens qui vous ont sauvé la vie à Toulouse. D'abord, les vicaires Bézon, puis le père Ponchet. Comment ça s'était passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment? C'est facile à dire. J'étais caché en usine dans l'Aveyron. Ça faisait à peu près un an après mon baccalauréat, mon bachot, où j'avais été obligé de partir. Parce que mon nom, c'est Aron, à l'état civil, encore aujourd'hui sur ma carte d'identité. Et que je sois juif ne pouvait pas être un secret pour qui que ce soit. Et à Orléans, où j'étais, ça devenait dangereux, j'ai été dénoncé. Alors que tout le monde le savait. Mais on m'a prévenu, il faut que tu partes maintenant. J'ai été caché pendant un an dans une école catholique aux environs de Paris, où j'ai passé mon baccalauréat, puis j'ai dû partir après l'arrestation de ma mère à Drancy et sa déportation. Plus tard, je l'ai su à Auschwitz. Il a fallu partir en zone libre et nous cacher. Il fallait que je survive. Et en arrivant à Toulouse, je ne connaissais personne pendant mes voyages précédents. J'ai été tout droit, puisque j'étais étudiant, à l'adresse de l'aumônerie des étudiants. J'ai sonné chez l'aumônier des étudiants de la faculté des lettres. Il y en avait un, le père Ponchet, puis la maison des étudiants qui était tenue par un dominicain. J'ai demandé à parler à l'un et à l'autre. Et j'aurais dit tout de go qui j'étais. Et dans la situation où j'étais,
J'avais confiance. J'avais confiance parce que, de mon expérience, je savais que ces gens-là m'accueilleraient, pas parce que j'étais chrétien, mais parce que j'étais dans la situation, parce que j'avais le droit à être défendu. Je savais ça d'eux. C'était difficile à expliquer parce que ceux qui m'ont peut-être dénoncé étaient des chrétiens. Qui voulait-on que ce soit en France? Ce qu'on appelle des chrétiens, c'est-à-dire des gens baptisés, des gens qui sont élevés dans cette... Et pourtant, je savais faire une distinction. Et elle était très sûre, cette distinction, puisque je ne me suis pas trompé durant toutes ces années. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils aidé? Comment les choses se sont passées? Il me semble qu'il y a un facteur qui est souvent un peu secret. Ceux que moi j'appelle les vrais croyants, les croyants authentiques. J'ai remarqué chez eux un véritable amour. Je ne sais quel mot employer. Des Juifs, plutôt du peuple juif, d'Israël, je ne sais quel mot employer d'autre, mais un amour religieux. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un avoir faim et avoir froid. Vous savez, rendre service, mais ça c'est la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'année dernière, il y a des Allemands qui sont venus, un journaliste de Munich, pour me demander qu'est-ce que je pensais des Allemands. J'ai dit, mais je pense que vous avez appris votre histoire d'Allemagne comme nous avons appris notre histoire de France. Et vous savez qu'est-ce qu'était Hitler. Puisque son testament, avant de se donner la mort, il a dit, vous pouvez me remercier de ce que je vous ai débarrassé de 6 millions de Juifs. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je pense de vous? Vous êtes mon prochain. Il est impossible de parler des Justes en France sans évoquer Chambon-sur-Lignon. Ce village cévenol rassemblé autour de son pasteur a sauvé près de 5000 Juifs. Et sur le plan pratique, ça s'est passé comment? Ça se passait avec une grande discrétion. Que vous voyez, avant-hier, j'étais chez une voisine qui ne sort pas, qui a 80 ans, et elle est juste de l'autre côté du pont. Et elle ne savait pas du tout ce qui se passait dans le village. C'est vous dire comme on était peu bavards. Est-ce que vous avez eu peur? Nous n'avons pas eu peur, parce que nous savions que nous agissions selon la volonté de Dieu, que nous nous occupions de ces personnes traquées qui étaient des Juifs. Et nous avons été quelquefois très près, mais nous n'avons rien risqué. Quand Georges Lamiran est venu pour faire le tour de la jeunesse, parce qu'il y avait des jeunes... C'était un ministre de Pétain. Oui. Mais, étant donné qu'on connaissait cet homme, on n'était pas très sûr, et on a demandé au pasteur, M. Jeannet, qui était un Suisse, le pasteur du Mazet. Et il est venu donner son allocution au temple. Alors, monsieur, quand il a eu terminé, Georges Lamiran a crié « Vive Pétain !» Et le salutiste a crié « Vive Jésus-Christ !» Et monsieur Jeannet a dit à ce moment-là « Est-ce que nous pourrions chanter la Cévenole ?» Et vous savez, à gorge déployée, là je pouvais chanter. Je ne chanterai pas maintenant, mais on a chanté la Cévenole. Dans quel granier on met ses veines fut taillé ce peuple vainqueur. Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur? L'esprit de Christ était la vie de ces pâtres émancipés, et dans le sang qui purifie, leur courage était trempé. Repensez-vous souvent à ce temps-là? En parlez-vous souvent? C'était très triste. Et les jeunes de maintenant, mon petit-fils pour le premier, mais tu l'as assez raconté ton histoire. Et c'est vrai. Alors, c'est plus la peine d'en parler, ça a été vécu, mais on ne peut pas l'oublier.
Un homme, un fonctionnaire, est-il ou non tenu d'obéir aux ordres iniques de ses supérieurs? Un État démocratique qui abroge les lois, les règles que l'on constituait, mérite-t-il encore le respect? 7 policiers de Nancy ont à l'époque apporté une réponse sans équivoque. Ah, c'est vieux papier. Comment va-t-il? Seuls Pierre-Marie et Charles Buis sont encore en vie. C'est où chez toi, c'est? C'est à où? Oh là là. Bah oui, mais tu tombes mal à la sensibilisation. On n'a pas dit d'habiter comme ça de hauteur pareille. Ça va? Même la monnaie. Hein? Bon, oui, allez. C'est comme chez toi, hein? Ouais. Elle est pas là, l'hélice? Ah, c'est des petits. Et là, ça y est, Ah, chien. oui, pardon. Alors, il téléphone, il dit, Monsieur Marie. Ben, je dis, oui, monsieur. Alors, je dis au Pierre, qui était à côté dans son bureau, il dit, viens, c'est pour toi. Alors, on lui disait qu'il y a une rafle à Paris, terrible. Alors, hein, c'est pour ça que je te le dis. Alors, hein, vis-à-vis des Juifs, mon Dieu, il faut essayer de les prévenir et tout, hein, le plus possible. D'accord. Alors, Pierre dit, il nous a rassemblés, les 7 qu'on était. Il nous a dit, les gars, la situation est grave. Bon. Il faut une rafle terrible à Paris. Il rafle. Et puis, il nous était aux choses, hein, à quel endroit à Paris. Il les mettait avant de partir en Allemagne, puis à Auschwitz, beaucoup. Alors, quand il nous a prévenus comme ça, on s'est arrangé, chacun son quartier, 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement, pour les prévenir. Leur dire de s'en aller, parce que d'ici quelques jours, vous pouvez des fois avoir la visite des Allemands qui vous barbotent. Parce qu'il faut une rafle terrible à Paris, or, il y en a qui ont compris. Alors, on leur disait, planquez-vous chez des amis, allez... Et il y en a beaucoup qui ont été chez des amis, chez des parents et tout. Et il y en a qui n'ont pas été, environ une trentaine, qui n'ont pas voulu. Ils disaient, oh, ben oui, monsieur Bouy, oui, c'est bien, mais c'est pour aller travailler en Allemagne. La veille de la rafle de Nancy, nous avons reçu une liste d'à peu près 400 Juifs à arrêter le lendemain matin. Alors, avec mes collègues, nous avons fait le pas de porte, comme on dit. On en a été prévenir tous les Juifs, en leur disant de ne pas coucher chez eux le soir. Qu'ils allaient être arrêtés. Ils allaient être arrêtés. Évidemment, malheureusement, il y en a qui n'ont pas cru. Et ils en ont arrêté le premier jour, ils en ont arrêté 19, puis il y en a d'autres qui sont revenus à la domicile pour récupérer les affaires, ils se sont fait arrêter. Alors, il y en a une trentaine qui ont été arrêtés. Donc, on en a sauvé plus de 300 à l'époque. Juillet 42, on m'avise, on me dit autour de moi que quelqu'un du commissariat me cherche. Je descends, je cours au commissariat et je vois Marie. Et il me dit, écoute, depuis ce matin, j'essaie de te joindre, il faut absolument que tu préviennes tout le monde, tout ce que tu connais autour de toi, tous tes coreligionnaires, que demain matin, il y a une rafle des Allemands et que je ne veux trouver personne chez eux. Très peu de Juifs ont été arrêtés. Quelle a été l'attitude des Allemands devant cet échec? Oui, quand ils ont vu que c'était un fiasco pour eux, le commandeur de l'époque, avec des officiers, est venu trouver le commissariat central qui voulait arrêter avec le chef de la sûreté et nous sept, parce qu'ils se doutaient bien qu'il y avait des fuites. Arrivant à la gare, je suis accosté par 2 messieurs qui déclinent leur qualité d'inspecteur et qui me disent, écoutez, monsieur Kricher, la Gestapo est venue chercher vos parents et vous, tel et tel jour. Prévenus, ils ont réussi à se cacher. Ils sont chez telle et telle personne. Il m'a indiqué les noms. D'ailleurs, nous allons vous y emmener. Et il nous emmène chez les amis de mon père, qui avaient caché ma mère et mon père, qui s'appelle Mouton, et qui tenait à l'époque une boucherie chevaline, aussi drôle que ça semble,
dans le quartier populaire de la rue Saint-Nicolas à Nancy. Donc, escorté par ces gens, moi, avec tout mon équipement, là-bas, je portais tente, matériel, alimentation, cuisine et tout ce qui s'ensuit. J'arrive donc chez les moutons, très heureux d'en voir mes parents, et les inspecteurs me font savoir que dans les 2 jours qui suivent, ils reviendront, nous accompagnerons à la gare et nous embarquerons dans le train pour partir à Dijon. Et me demandent des photos pour me faire une carte d'identité française sans aucune annotation de juif. Je dois dire qu'à l'époque, j'étais étranger. J'étais de nationalité indéterminée. Apatride. Apatride, indéterminée. Et donc, ça s'est passé en effet. Ma mère, très rapidement, m'a préparé. Elle avait le linge que je ramenais. Et 2 jours après, les mêmes inspecteurs sont venus, nous ont pris, à mon frère et à moi, les billets, ne nous laissant en aucune façon nous déplacer. Nous gardons un petit peu comme si nous étions en état d'arrestation. Ils nous ont pris les billets, nous ont amenés jusque dans le train. Dans le train, peu de temps avant qu'il démarre, nous ont donné les billets et les cartes d'identité. Et je dois vous dire une chose, c'est que cette carte d'identité-là m'a pratiquement sauvé la vie. Et si je suis encore là, c'est que j'avais quelque chose, j'avais une fausse, vraie carte d'identité. Tout le monde avait des fausses cartes d'identité données par Marie. On les faisait ici. Alors, quand on avait fini, avec le vigneron, parce que des fois on en avait 5 ou 6 à faire, on les faisait le soir à 9h pendant que les gosses étaient au lit, parce que on y avait avec ma femme qui était là, d'ailleurs, elle faisait le guet, en haut. La nuit, si des fois il y avait une voiture qui arrêtait, alors c'était la consigne était, on entendait. Alors, fallait se tirer. Alors j'avais préparé tout pour pouvoir se tirer. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et vous les cachez où, ces faux papiers? Dans la maison? Et c'est là que je cachais, dans le fond, entre le mur là et la planche. Alors il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient pas trouver. Et une fois, ils sont venus, quand ils ont venu faire une perquisition, ici, oh là là, je les ai eus, les Allemands, hein. Mais il n'y avait rien à faire. Raymond Alter est catholique. Qu'a-t-il fait pendant la guerre? Sa famille et lui-même ont-ils réagi aux meurtres des Juifs, des Tziganes, aux persécutions des résistants, des patriotes? Après tout, cet homme porte mon nom. Pendant des semaines, j'ai vainement recherché sa trace. Il avait quitté son diocèse en Alsace et nul ne savait pour quelle destination. Et puis, au bout de plusieurs semaines de recherche, je l'ai retrouvé ici, en Afrique, dirigeant une église, une paroisse de Notre-Dame de France à Abidjan. J'avais, au moment le plus fort de la guerre, 17-18 ans. Et à cette époque, votre père est horticulteur. Il aimait beaucoup son métier. Et il y a des Juifs, des résistants qui s'est cachés dans ces villages? Eh bien, oui. Tous les villages servaient de refuge. Vous avez manqué d'être fusillé à cause de la générosité de votre père. Est-ce que ça ne vous a pas posé de problème? Vous n'avez jamais reparlé avec votre père de cette affaire, de cette histoire après? Nous étions dedans, ensemble. Et jamais je n'aurais reproché à mon père de sauver quelqu'un. Vraiment? Et quand est-ce que vous avez décidé de devenir prêtre? Devant l'ampleur du désastre de cette guerre, devant cette catastrophe humaine et qui avait amené pas simplement des ruines matérielles, mais je constatais que les ruines morales étaient encore plus grandes, les ruines spirituelles étaient encore plus grandes. À ce moment-là, je me suis vraiment décidé pour être prêtre.
50 ans après, Raymond, après tous ces événements, ton père est sauvé de maquisards, des Juifs, tu as aidé, tu as manqué d'être fusillé, tu te retrouves en Afrique. Si ça devait recommencer, comment tu réagirais aujourd'hui? Comme j'ai agi, avec la même générosité, avec le même sens de sauver mon frère qui est un homme. Et comment ça se fait que, au fond, c'est pour la première fois que tu as raconté cette histoire à ces jeunes ivoiriens? Pourquoi tu ne leur as pas parlé de cela avant? Parce que je n'aime pas parler de souvenirs de guerre, ni de moi-même. La pudeur est quelque chose qui existe, et en même temps, je n'aime pas raconter des événements où je vois que les hommes massacrent leurs propres frères. Nicht, meine Kind, als der Herbst dieser Breuer und reißt ob dem Sommer mit Regen und Wind, verwiege mit Anliegen dem hartkranken Treuer, der erzählt ihm über die Wolken zerräuf, ist ständig der Himmel abläuer, dort König, dort ewige Licht von eines Hof. Ihr Nächte, wenn der Himmel mit Asch ist verknodert, ableiernet fühlst du übern Kopf. Die Sterne, sie finkeln, wie Gott hat gefordert und kommen in Form durch Worten zerrob. Es werden Melochem mit glorweißen Fliegel zertreiben die Chamares und lichtig wird sein. Der dem Hans mit Anliegen, dem alten kranken Treuer, ruf euch verwiegen. Erzähl, Masiber, die Wolken zerräuf, ist ständig, euch ständig, der Himmel abläuer, dort König